Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S408 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mai 2022. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Frédéric Stussin pour une grande discussion autour du métier de portraitiste. Alors évidemment, parler du métier de portraitiste au sens large n'a pas beaucoup de sens. Il existe en effet une multitude de types de portraits photographiques qui requièrent tous une spécialité et des compétences particulières. Frédéric, on a évoqué dans ta présentation ta spécialité, l'une de tes spécialités dans l'exercice du portrait de presse. Mais tu fais aussi par exemple du portrait de mode, des portraits de communication, comme tu as pu le faire pour accompagner la communication de la série Le Bureau des légendes, par exemple, des photos de groupe, qui sont aussi en quelque sorte du portrait corporatif et encore bien d'autres. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui te plaît le plus, en fait, dans l'exercice du portrait ? Déjà, je pense que je vais reprendre les mots de Christian Cojol qu'il avait utilisé pour décrire le travail de Richard Dumas. On n'est pas portraitiste, on est avant tout photographe. Après, on a des envies de photographier plus certaines choses plutôt que d'autres. Donc, des photographes vont plus s'intéresser au paysage, à la nature, au sport. Ça veut dire que moi, je suis très attiré par l'humain et par la rencontre, tout simplement. Dans le portrait, j'ai la chance de passer un peu de temps avec soit des personnalités, soit des personnes qui sont patientes dans un hôpital psychiatrique, soit des sportifs, soit des boulangers. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est tout simplement la curiosité et l'envie d'aller vers l'autre et de le rencontrer. Et quel que soit le degré de personnaliser, enfin, quelle que soit la personnalité, qu'elle soit très connue, qu'elle soit une personne lambda, c'est un peu comme ça qu'on peut présenter ta démarche. En fait, ce qui m'intéresse avant tout, avant la célébrité ou le métier, c'est le visage. Qu'est-ce que à travers un visage, je vais pouvoir raconter comme histoire. Je me détache un peu du portrait, on va dire portrait Bertillon, c'est-à-dire le portrait judiciaire où on photographie la personne pour mesurer son nez, ses yeux, pour voir sa capacité à être un gangster ou pas, même si je peux travailler de cette manière-là. Mais c'est vraiment le visage, comment en tournant un peu la lumière, en tournant un peu un corps, on peut en rendre quelqu'un de charismatique, de fort, d'intéressant, de digne, de droit. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Et est-ce que tu as des inspirations ? J'imagine que oui. C'est quoi tes inspirations ? Il y en a moult. Il y a évidemment beaucoup de photographes, les Américains, Harry Callahan, Diane Arbus, Avedon, Irving Penn, Walker Evans, il y en a beaucoup. Philippe Lercadi Corsia, mais il y a aussi des photographes plus anciens. Je pense à Marville ou Adjet en France. Il y a Nadar, évidemment. Donc beaucoup de photographes, beaucoup de cinéma aussi. Je suis extrêmement fan de Kaurismäki et Jarmusch, qui sont pour moi des modèles. Il y a à voir en ce moment le film Le Havre de Kaurismäki sur Arte. Voilà. Oui, il le repasse depuis la mort. À voir, absolument. Quand on aime la photo, en effet. Kaurismäki, moi, c'est en lumière, il m'a donné des clés d'une certaine lumière que j'ai pu utiliser, que j'utilise toujours. Jarmusch, il m'a appris la lenteur, ce qu'on peut pas forcément apprendre des photographes. La photo, ça bouge pas, donc on n'arrive pas à piger. En film, on peut décortiquer, revoir la scène et comprendre comment éclairer. Donc ouais. Et puis il y a la peinture, la composition. Schill, enfin l'expressionniste allemand, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais aux Arts Déco, par exemple. Alors, si on devait essayer de faire une liste, alors à peu près exhaustive, j'entends, évidemment, des différents types de portraits qu'un photographe professionnel peut être amené à réaliser. Je parle donc de portraits commandités. Qu'est-ce qu'on aurait ? Alors, on va commencer par ce que toi, tu fais. Donc, en fait, le portrait de presse. C'est quoi le portrait de presse ? Tu peux nous en donner une définition ? Alors, le portrait de presse, il faut être assez humble avec ça. C'est-à-dire que c'est un moyen assez rapide et efficace pour un magazine de faire la pub d'un papier. Le but d'un portrait de presse, c'est que le lecteur s'arrête dessus, se dise « Tiens, cette tronche m'intéresse » et donc lise le papier. Et pour lire le papier, il faut acheter le journal. C'est vraiment ça, le portrait de presse, pour moi.
Et notamment la dernière page de Libé, qui est quand même très connue pour ça. On la lit en général. D'ailleurs, moi, souvent, je commençais... Tu commences par la fin. Ouais. Eh oui, on voit la photo. Alors moi, j'ai cette manie de regarder les copyrights aussi. Donc souvent, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait, voilà. Et puis ensuite, tu lis le papier. Mais c'est un vrai point d'accroche. C'est le point d'accroche. C'est vraiment le point d'accroche nécessaire à un journal. À nous de travailler pour que ça soit juste pas une illustration bête et stupide de la personne qu'on rencontre, évidemment. Mais est-ce que c'est encore le cas pour toi? Parce qu'on parlait de la presse, on a parlé de Like tout à l'heure, la presse va quand même très mal, la presse quotidienne, enfin toute la presse confondue. Toute la presse va très très mal. Voilà. Oui, alors il y a deux choses. Dans un portrait de presse aussi, il y a le portrait qu'on va faire pour un commanditaire. Alors ça peut être Libération, Le Monde, un magazine féminin, un magazine de mode. Donc là, on a quand même des petites règles à suivre. C'est-à-dire que pour Madame Figaro, quand je travaille pour Madame Figaro, je vais pas forcément faire quelque chose de très sombre, très noir, très triste où on voit pas les vêtements de la personne. Ça reste un magazine de mode. Je vais faire attention à ça. Mais dans tous les cas, je fais un portrait pour la presse et j'essaye toujours de faire un portrait pour moi, de sortir de la séance en me disant ce portrait, il est pour moi. Je le montrerai peut-être jamais, je garderai pas ça en editing, mais en tout cas j'essaie d'avoir un truc pour moi. Autre pratique du portrait, le portrait corporatif ou le portrait en entreprise, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pour qui? Pourquoi? À manger seulement? Évidemment, ça sert à manger, mais la presse sert à manger aussi. Hein. Quand j'étais à 100% presse, c'est la presse qui me faisait vivre. Le corporate permet de gagner de l'argent, un peu plus qu'une commande de presse classique. Ça sert surtout à l'entreprise, à la mettre en valeur, à la rassurer, à montrer qu'ils sont sympas, à la pointe, tout plein de trucs. Ça, c'est le commanditaire qui va nous expliquer ce qu'on a entre. Ça sert à ça, c'est de la com, tout simplement. Puis c'est souvent un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des headshots pour l'organigramme de l'entreprise, éventuellement une photo de groupe, et puis peut-être même des photos un peu de mise en scène en cours, enfin dans l'activité que l'entreprise fait, quoi. Oui, c'est toujours un peu pareil. Après, moi, ce que j'aime dans ce type de commande, pareil, il peut y avoir des rencontres très intéressantes avec des clients. Alors, on a des clients assez truffes qui n'y connaissent rien à la photo et qui trouvent qu'on a vraiment un métier de branleur, excusez-moi le mot, mais parce qu'on fait trois photos et on est payé des milliers et cents. Mais il y a quand même des rencontres intéressantes où il y a on peut tester dans le coin compliqué de l'entreprise des photos de groupe un peu plus poussées, des portraits qu'on peut amener un peu vers des shoots mode parce qu'on a les mêmes lumières, les mêmes fonds, on fait attention aux vêtements, il y a du coiffe-mac, enfin voilà, on peut prendre plaisir à faire des photos corporate intéressantes. Ouais, c'est pas toujours une corvée pour toi de faire ce genre de mission. Moi, j'ai la chance de faire un métier depuis plus de 20 ans. J'ai pas envie que ça s'arrête et chaque expérience est bonne à prendre. Je prends toujours ça comme un plaisir. Alors évidemment, parfois, on se lève le matin, on sait qu'on a 10 portraits à faire, corporate, d'une entreprise qu'on n'est pas... Voilà. Mais quand même, on a la chance de les faire. Et ça veut dire que tu peux te permettre de refuser du coup des commandes et garder quand même une certaine maîtrise, une marge de manœuvre sur des shootings corporate? Je fais partie des gens qui refusent le moins possible. Enfin, je me dis qu'encore une fois, j'ai la chance de faire ce métier. C'est un métier magique. Donc, je dis à peu près oui à tout, sauf si vraiment les tarifs sont... Tu dis même oui à venir, enfin, faut pas pousser les ISO, tu vois. Par exemple, tu dis vraiment oui à tout, hein. Tout et n'importe quoi. Hein. Du bureau des légendes, faut pas pousser les ISO. Il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte à passer. Enfin, le périph' aussi. Mais non, c'est... Qu'est-ce que je disais? C'est important enfin, et puis... Là, je vais reprendre mon fil, mais une commande, même corporate, même naze, même peut apporter quelque chose. Peut donner un truc en plus, une technique. Voilà, faire une photo de corporate, venir avec 10 flashs, tenir 50 personnes en 5 minutes et réussir la photo, c'est un beau challenge. Et c'est intéressant. On sort de là, on est content. La photo de mode, tu en fais aussi? J'en ai fait, ouais. Quel type de portrait c'est du coup la photo de mode? C'est autre chose, c'est un autre exercice. C'est pas le portrait des mannequins, homme ou femme, c'est le portrait du vêtement ou du bijou, tout simplement. Donc la personne qui pose, l'être humain, devient un peu anecdotique. Alors pour moi, les photos de mode, à chaque fois, c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de photographier le mannequin, homme ou femme. Et finalement, faut surtout pas oublier que c'est la chemise, la montre, la chaussure qui compte. Et voilà, je suis toujours pris entre ces deux feux.
Et alors, comment on pourrait essayer de définir un peu le travail que tu as fait, par exemple, pour cette série Le Bureau des légendes? Alors, j'ai noté portrait pour de la promotion, mais c'est pas beau comme nom. C'est quoi? C'est de la photo de com? Non, c'est de la photo de... C'est entre la mode... Enfin, je sais pas. C'était une super commande parce que c'était destiné donc à la saison 3, donc on va dire la jaquette, même si on vend plus de DVD et qu'il y a, voilà, c'était la jaquette, et il fallait raconter en une seule image ce qui allait se passer dans la saison 3 sans dire ce qui allait se passer non plus. Et super le brief. Donc du coup t'étais au courant, ou peut-être le meilleur moment de pas le faire, c'est de pas le savoir. Non, moi j'ai bouffé la série en 2 jours et demi, donc ça faisait... Mes enfants me demandaient mais qu'est-ce que tu fais papa? Je dis je travaille, et ils me voyaient collé avec mon iPad à bouffer la série, dont je suis tombé complètement fan. J'avais pas tout vu, et là j'ai tout bouffé en quelques heures. On parlera de l'épisode final un peu plus tard. Ouais, je vais vous dire que Kik est mort. Et c'était des discussions avec la production, avec le service photo de Canal, et ensuite sur la prise de vue même, on dirige les personnages et non plus les acteurs, et c'était génial. La première chose que j'ai dit à tout le monde quand on est arrivé sur le plateau, alors il y a beaucoup de jours de repérage, de mise en place de calage de lumière et compagnie avec les équipes de la série et mes équipes à moi, mais les premières choses que j'ai dit aux comédiens, c'est en fait je vous photographie en tant que personnage de la série, ça va être beaucoup plus simple, donc je vais vous appeler Malotru et ça va se passer comme ça. Et c'était assez incroyable à faire. Ça s'est fait. La prise de vue en elle-même a été très rapide. C'est toute la préparation et la post-prod qui ont été plus longue, mais c'était chouette. Pas dans les locaux de la DGSE quand même. Ouais, un peu derrière le périph' quand même. Et enfin, peut-être la dernière catégorie qu'on peut attribuer au portrait, c'est tout ce qui est photo sociale, évidemment. Alors l'identité en premier lieu, mais tout ce qui est photo scolaire, le mariage, les photos de naissance, grossesse, de famille, c'est des exercices auxquels tu t'es déjà frotté? Oh bien sûr. Moi j'essaie de toucher à tout, de faire le maximum sauf la guerre. Je suis pas très courageux pour aller à la guerre, mais oui, bien sûr, la photo sociale. J'ai fait plein de photos de famille pour des amis. J'ai fait même un reportage dans l'école de mes enfants quand ils avaient fait les Olympiades. Donc c'était une espèce de Jeux Olympiques de l'école. Non, c'est intéressant. Et c'est une photo qui a un aspect documentaire très fort. Quand on regarde les images de Lewis Hine au début du siècle dernier, c'est très intéressant. Quand on voit les photos de Nadar, c'est des photos qui restent dans l'histoire. Et ce n'est pas le photographe qui reste, c'est les photos qui restent. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière au sujet de la street photo, sur la valeur documentaire des photos et avec le temps qui passe. Finalement, la valeur est souvent liée à la temporalité. On s'en rend compte plus tard. Beaucoup plus tard, ouais. Alors, selon toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon photographe portraitiste? Moi, j'ai piqué une phrase à Robert Frank, comme je suis pas très bon en discours, j'essaie d'avoir une image qui a un impact fort. Voilà, faut qu'elle retienne l'attention. Tous les moyens, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons. Entre Olivier Roller, que tu viens de citer, Diane Arbus, on pourrait mettre un peu dans le même chemin, qui sont des images violentes, très dures, avec des photos plus douces, d'autres portraitistes. Tout est bon tant que l'histoire se raconte sur les visages des gens qui sont photographiés. Donc c'est pas une question de cadre forcément. Tu vas pas dire faut rentrer dans le sujet, cadré serré, avoir un visage. Je donne des stages à Arles et la seule chose que je dis à mes stagiaires, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Vous pouvez photographier comme avenant en noir et blanc à la chambre 25, photographier avec un appareil tout pourri à la Anders Petersen au flash. Non, pas les selfies quand même. Oui, pourquoi pas les selfies. Olivier Kuhlmann a fait un très beau travail sur les selfies et c'est hyper intéressant. L'aspect documentaire du selfie, elle est passionnante. Toute la photo, faut voir que la photo à la base, c'est un art de bourgeois parce que c'était très cher et une industrie. Et tout a été fait pour que ça devienne le plus possible accessible. Kodak est passé par là, d'où le sourire, etc. Et donc je trouve l'art le plus populaire. C'est facile, on a un smartphone, on peut faire moyen, une photo. Disait Bourdieu, quoi. Mais bon, c'est hyper intéressant. Après, il faut fouiller. Évidemment, tout est ensuite dans l'editing, dans le choix des images, dans ce qu'on veut raconter. C'est très facile de faire une très bonne image. C'est beaucoup plus difficile d'en faire 10 qui suivent et qui racontent une histoire. Voilà, le discours il est là.
Alors, évidemment, portraitiste, ça peut être une activité de commande, hein, on l'a bien vu, mais ça peut être aussi, et peut-être même avant tout, un travail d'auteur qui a toute sa place sur les murs d'un musée, d'une galerie ou sur ceux d'un collectionneur. Il y a d'ailleurs un festival photo dédié au portrait. Il se passe à Vichy et s'appelle tout simplement Portrait. On vous propose d'écouter Fanny Dupéché, la directrice artistique de ce festival, nous présenter la prochaine édition qui se déroulera du 24 juin au 4 septembre. On l'écoute. Alors pour cette année, on va présenter une quinzaine d'expositions qui vont être abritées dans l'écrin de l'Opéra de Vichy, principalement dans l'espace du Palais des Congrès, puisque cette année vont être présentées 450 photographies. On invite chaque année des photographes internationaux et de la scène émergente avec des écritures qui sont très affirmées ou émergentes. On aura une rétrospective très importante du photographe sénégalais en extérieur sur le bord de l'Allier qui est Omar Victor Diop. Une photographe américaine dont c'est la première exposition en France, Meryl Messler, qui a documenté sa famille à Long Island, les nuits folles de New York dans les années 80, ainsi que son travail autour de l'enseignement et les enfants du quartier de Bushwick, et tout un nombre d'expositions très différentes. Nous faisons très attention d'accueillir des visions fictionnelles, plasticiennes, documentaires ou plus conceptuelles. Et je pense que toutes les manières d'aborder un portrait et de faire parler de ce monde à travers les photographes qui interrogent notre société génèrent de toute façon beaucoup d'émotions, je pense, quand on regarde une image avec un message qui est attribué à une personne. Frédéric, tu connais bien ce festival Portrait ? Ah oui, je le connais bien. C'est un super festival. Ils m'ont invité pour une résidence. Fanny et Pascal, les deux têtes artistiques sont incroyables. Karim et Véro sur place sont déments. Voilà, c'est très bien parce que c'est un festival gratuit. C'est un festival ouvert à l'autre. Donc je disais l'art populaire. Là, c'est vraiment populaire parce qu'ils se démènent en sang et eau pour faire quelque chose de qualité et présenter des regards complètement différents au public. C'est bien qu'on entende parler de festivals qui se déroulent hors Île-de-France aussi. Oui, ça change un peu. Je suis bien d'accord avec toi. Et alors du coup, Frédéric, selon toi, est-ce que le portrait, il a vraiment une place de choix dans cette mouvance, ce marché de la photographie contemporaine artistique ? Contemporaine, j'entends, hein ? Bah oui, quand on regarde, on repart sur Peter Hugo, par exemple, il est exposé en galerie. Moi-même, j'ai la chance d'être exposé aussi en galerie. Mais encore une fois, c'est pas le portrait qui est mis en avant, c'est le regard d'un auteur-photographe sur le monde. Et je restreins pas au photojournalisme. J'ouvre Luc Delahaye, qui est un photographe qui vient de la presse, ne fait plus du tout de presse et n'est qu'en galerie. Voilà, c'est un regard sur le monde qui pose. Valérie Belin, pareil. Ce sont des regards. Et c'est ce qui est intéressant au-delà du portrait. Le portrait d'un vase ou d'une fenêtre peut autant raconter la personnalité d'une personne, pas très français, mais qu'un visage en fait. Donc c'est la photo qui compte d'abord. Alors on va rentrer un peu dans la pratique de ton métier, on va s'intéresser à cette spécialité qu'est le portrait de presse. Et pour commencer, je vous propose qu'on se positionne côté médias et presse du coup, c'est-à-dire ceux qui commandent ces fameux portraits. Quelles sont leurs attentes, leurs critères qui font qu'un photographe en particulier sera choisi et une photo publiée. Nous avons posé cette question à Laure Troussière, éditrice photo pour le journal Libération. On l'écoute. Évidemment, ce sont des portraits de presse puisqu'ils sont publiés dans un journal ou sur le site d'un journal, mais ils ne sont pas destinés à un usage privé. Donc, il n'est pas forcément complaisant. C'est aussi pour ça qu'il est différent. Le photographe de presse ne photographie pas tous les gens qu'il photographie avec les yeux de l'amour. Non. C'est son point de vue qui est intéressant, c'est ce qui se passe au moment où il prend la photo qui est intéressant. Nous, à Libération, on produit des portraits tous les jours
mais on n'attend pas forcément la même chose en fonction de la rubrique pour laquelle on commande le portrait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le même portrait si c'est un photographe qui est en Ukraine et qui fait un reportage dans lequel il y a des portraits qui sont inclus, par exemple, qu'un portrait de Der, le portrait de Der de Libération, qui est fait, on produit tous les jours, on publie tous les jours. C'est évidemment pas la même chose. En fonction du sujet, on connaît un peu le corpus des photographes avec lesquels on travaille. On connaît leur sensibilité, on connaît leur goût, leur appétence pour tel ou tel sujet. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on choisit les gens pour tel ou tel portrait. Parfois, il y a des photos qui sont évidentes, qui tapent dans l'œil, surtout pour le portrait de Der, parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis après, quand ce n'est pas pour ce portrait de Der, et que c'est une mise en page sur une double page avec d'autres photos, bon là, c'est une composition, hein, toujours une double page. Hein. C'est un travail de maquette, on choisit plusieurs photos, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, le choix est pas et peut être plus compliqué en fait. Le portrait de Der dont elle parle, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fameux portrait à la fin de Libé qu'on retourne et qu'on voit en premier. Est-ce que tu photographies de la même manière si tu bosses pour Libé ou les Inrocks, ou pour, si ça avait été, tu le fais peut-être pas, mais pour le Figmag ou un autre numéro? Je travaille exactement de la même manière que je photographie pour le Figmag, pour Libé ou pour les patients de la petite cafette à Niort, pour la ville de la Perrochon. La démarche est la même. Après, il y a des attentions qu'on fait un peu différemment. Je reviens sur le magazine de mode. On photographie en sachant qu'il y a quand même de la mode derrière. On fait attention aux vêtements. Mais sinon, ouais, Laure a raison. Quand ils font travailler des photographes, ils cherchent un point de vue. Là, je reprends les mots de Christopher Anderson, qui est un photographe de chez Magnum, qui lui dit qu'il est plus éditorialiste plutôt que photographe. Voilà. On a quelque chose à dire. On a le droit de se planter. On n'a clairement pas la science infuse, mais voilà, c'est des points de vue. C'est des points de vue qu'on raconte. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu comment ça se passe pour toi, une commande de portrait de presse, depuis, j'imagine, le coup de téléphone de Laure jusqu'à la publication dans le journal? Une fois qu'on a la commande et qu'on l'accepte, l'intérêt, c'est d'arriver un peu en avance quand même pour voir où on se trouve, où est-ce qu'on peut gérer le portrait. Par exemple, faire le portrait de quelqu'un à midi dans une entreprise dans le hall, c'est une très mauvaise idée. Tout le monde va débouler pour aller déjeuner et on ne pourra pas travailler. Donc c'est voir la lumière. Si on a amené de la lumière artificielle, voir où on peut la poser. Il y a tout ce petit repérage à faire en amont. Ensuite, quand la personne arrive, on la rencontre. Moi, je reste en fait finalement assez distant. Alors c'est un peu bizarre parce que je dis que je vais à la rencontre de l'autre, mais là c'est la photo qui prime, donc je garde des distances, je reste très respectueux de la personne, je la dirige que pour la photo, rien d'autre. Je lui fais pas comprendre que j'ai envie d'autre chose derrière, qu'on va boire un café ou qu'on va discuter. Voilà, ça c'est peut-être après, mais avant et pendant la photo, il n'y a pas ça. Et ensuite, il y a tout le truc de rentrer chez soi, d'éditer et de discuter avec l'éditeur de ce qu'on va mettre ou pas. Mais tu as du temps pour faire ça, parce que là, en l'occurrence, on parle de Libé qui est un quotidien, donc parfois ça peut être de la veille pour le lendemain. Ça peut être même au débeauté, une heure dans une heure, d'aller faire un portrait dans des conditions un peu rocambolesques. Mais c'est ce qui est rigolo, c'est l'attrait de la photo de presse, c'est que rien n'est acquis. Contrairement à un gros shoot comme le Bureau de légende où il y a plusieurs jours de repérage, où t'es calé, avec la presse, il y a une liberté totale. C'est-à-dire que des fois, c'est proche de la musique punk, en fait. On déboule, on a 2 accords et il faut tenir tout un set, quoi. Et on y arrive. Et comment ça se passe du coup quand tu es mandaté sur une grosse célébrité? Est-ce que c'est le magazine qui te prémâche l'organisation du portrait, du shoot, ou c'est toi qui dois aller négocier avec les agents, ou tu as les numéros de téléphone de toutes les restas de la place de Paris pour essayer de les caler entre 2 télés, 2 radios? Enfin, comment ça
concrètement, comment ça se passe? Non, heureusement, c'est un travail d'équipe, un portrait pour la presse. Vraiment. Alors, on a le photographe superstar qui fait des photos de superstar. C'est pas vrai en fait. Le photographe accepte la commande, mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a un éditeur photo, il y a un journaliste, il y a un red chef. Et si on a besoin d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un de très important, tout le journal se met derrière pour avoir la photo. On est protégé par rapport aux publicistes, aux agents, aux attachés de presse qui veulent regarder les images. Voilà, là c'est le journal qui nous protège finalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de regard, par exemple, pour le sujet? Pour l'IB, non. Tu montres pas? Pour l'IB, non. Sauf cas vraiment exceptionnel, mais il n'y a pas de droit de regard. Et ça, c'est le journal qui nous aide. Mais alors du coup, il y a certaines personnalités qui ont la réputation d'être complètement parano avec leurs images, comme par exemple les acteurs. T'arrives à faire ce que tu veux avec un acteur? Oui, alors encore une fois, c'est pas forcément l'acteur qui va poser problème, mais plutôt le publiciste qui essaye de gérer la carrière de l'acteur, de le mettre dans une pub pour Vuitton ou et qui s'en fiche un peu, qui finissent dans un Quentin Dupieux derrière. Donc c'est eux qui sont galères. L'acteur, non, tant qu'on lui explique. Moi, j'explique toujours ce que je veux. Par exemple, j'ai fait le portrait de Isabelle Huppert, qui a une réputation Christophe Brachet nous en a difficile. Parlé. Sur la photo de plateau, ouais, ça a l'air compliqué. Elle est compliquée, mais en fait, c'est une très grande professionnelle. Donc moi, quand je suis arrivé, je lui ai expliqué exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on la voit absolument presque pas. Je voulais juste qu'on voit apparaître son œil. Je lui ai expliqué, je lui ai montré, j'avais fait des tests avec mon assistante, Aurélie. Et une fois qu'elle a pigé où je voulais aller, que j'avais un point de vue, elle a accepté et elle y allait parce que, en plus de ça, c'est une grande connaisseuse de la photo. Donc, on travaille. Moi, quand je fais des portraits, je travaille aussi avec la personne. C'est-à-dire que je vais pas imposer de force mon idée. Si vraiment ça cloche et si vraiment ça la met mal à l'aise, on trouvera autre chose et je peux en discuter avec elle. Et combien de temps ça dure, du coup, une séance de portrait avec ce genre de personnalité qui doit avoir des agendas absolument démentiels? C'est quoi, t'as 1 heure un peu avec eux ou ça se fait en 2 minutes? Ça fait plutôt dans les 2 minutes, voire 1. Après, on peut avoir plus de temps. Ça dépend aussi. Au Festival de Cannes, ça peut aller à 30 secondes. Après, si c'est une promo un peu à la cool, en province, ça peut être plus long. Il y a pas de règle mathématiques sur le temps passé, mais en général ça va quand même assez vite. Et de toute manière, passer 1h30 sur un portrait, moi je trouve qu'on s'essouffle. Ok. Il faut garder une énergie. Je reviens sur Richard Dumas et il m'avait présenté de ses planches de Béatrice Dalle, et 2 planches et les 2 premières photos en fait c'était celle-là quoi. Ok. Tu parlais là il y a 1 seconde de Aurélie, ton assistante, du coup. Ouais. Tu travailles beaucoup avec un ou une assistante? Encore une fois, ça dépend toujours de la commande. Déjà, s'il y a du budget derrière, parce que je déteste faire travailler les gens pour mes beaux yeux. Donc, s'il y a du budget, j'engage des gens. C'est souvent pour de la com ou le Festival de Cannes, on est obligé de travailler à plusieurs. Donc ouais, ça c'est super parce que ça nous enlève le poids de la technique, de régler ses flashs en appareil photo et on reste totalement concentré sur la personne qu'on a photographiée. C'est ultra important. Est-ce que tu as des anecdotes, allez, on va dire 2 anecdotes, une bonne, une mauvaise, à nous raconter sur un portrait que tu aurais fait avec une ou plusieurs personnalités? Ouais, ou des photos d'ailleurs qui ont été, on va dire, pas likées pour le coup, après coup. Il y en a tant parce que chaque rencontre, chaque portrait, c'est une petite histoire. Après, il y a celle qui nous marque parce que c'est, par exemple, c'était le portrait de Bill Gates. J'étais en commande pour Le Monde. On m'avait vendu, enfin, c'est pas Le Monde, non, le pauvre qui était pour rien, mais les équipes de Bill Gates m'avaient vendu 2 minutes. Le type est arrivé, j'avais tout préparé, extrêmement froid, plus distant, en fait, je n'existais pas face à lui, se place devant les flashs et me fait le sourire Bill Gates américain que j'ai vu partout. Encore une fois, mon point de vue était de raconter autre chose, je voulais aller ailleurs, je lui ai demandé de pas sourire, il continuait, il ne m'écoutait pas, j'étais vraiment pas là, il comptait, je pense, le temps qu'il lui restait à subir ma photo. Et au bout de 20 secondes, j'ai compris que j'avais déjà la photo de lui souriant, bien éclairée, tout ça, c'était très bien. Donc j'ai voulu aller plus loin et j'ai décidé de casser la prise de vue. Donc de le surprendre, donc de parler d'un seul coup très très fort, voire de lui hurler dessus, d'arrêter de sourire.
Et là, la sécurité est arrivée. Oui. c'est les Men in Black qui derrière ont dit stop now et le Bill Gates est parti sans un regard, sans un hop, mais voilà. Mais j'ai eu la photo que je voulais obtenir. Donc ça c'était super. Bon, tant qu'on en est au rayon des anecdotes, on vous propose d'en écouter un autre, le témoignage du photographe Corentin Follen, qui lui aussi, comme toi, fait entre autres du portrait de presse et dans certains cas de personnalité politique. Il nous raconte l'histoire de l'une de ses photos du candidat à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qu'il a réalisé pour le Journal du Dimanche. On l'écoute. Donc cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, déjà je savais, pour avoir déjà lu certains témoignages de photographes et puis pour connaître un peu le personnage et sa manière de réagir avec les journalistes, avec les photographes, je savais déjà que ça allait être compliqué, tendu et très court. Et puis au moment du rendez-vous, alors le candidat arrive un peu en retard et il passe devant moi. Il me salue à peine et je sais que j'ai très peu de temps et qu'il faut absolument que j'évite de trop le diriger dès le début. J'avais quand même anticipé cette séance. Le lieu n'était pas très évocateur. C'était une salle blanche avec quelques chaises. C'est une salle de réunion. Donc j'avais un peu mis en scène un peu le décor avec des tables, une table, plein de chaises un peu partout, comme si c'était la fin d'une réunion. J'avais trouvé un micro, je l'avais posé sur la table. Voilà, essayer de le mettre et je l'avais placé au milieu. Il s'assoit là où je lui indique et puis je fais quelques photos, je bouge, je change le cadre, mais j'évite absolument de lui faire changer d'attitude et pour gagner plus de temps en fait. C'est vraiment une confrontation qui n'en est pas une et voilà, c'est en fait l'idée c'est vraiment gagner du temps et éviter qu'il s'échappe, qui se casse en disant ça me saoule, ça me fatigue, vous m'emmerdez, salut. Et en deuxième, j'avais installé un fond photo, donc en papier, que j'avais scotché sur le mur, en me disant tout est blanc, mais là avec ce fond coloré, ça fera un peu un autre support, un jeu graphique un peu différent. Et j'avais rajouté un peu des morceaux scotch autour. Je trouvais ça assez graphique, ça permet un peu de cadrer. Et je l'ai fait poser là. Et là, en fait, il est déjà parti, c'est dans le sens où il est déjà en train de parler à un de ses collaborateurs, il n'est plus du tout attentif. Et donc là, je l'ai un petit peu recadré dans le sens où je lui ai demandé de rester un peu attentif et d'essayer de... Et à peine j'ai commencé à vouloir lui faire enlever ses mains, qui lui donnaient finalement un air un peu trop pédant, un peu old school, un peu vieille France. C'était assez étonnant comme pose que lui décidait. Finalement il s'est cassé en disant ouais c'est bon, maintenant c'est fini, et il est parti. Mais enfin c'est vraiment on a l'impression que c'est systématiquement comme ça que se terminent les séances photos en portrait, je parle avec le candidat de la France Insoumise. Frédéric, tout à l'heure tu nous disais que le portrait de presse servait en quelque sorte de publicité à l'article auquel il est associé. Du coup, c'est quoi la responsabilité du photographe, on va dire, dans l'interprétation éditoriale de l'image ? De ne jamais manquer de respect aux personnes qu'on photographie, que ce soit la plus grosse ordure ou la personne la plus misérable au monde. Moi, je pense que en photo, c'est très facile de caricaturer quelqu'un, c'est très facile de caricaturer un homme politique. Ils sont pas rodés à l'exercice photographique. Donc j'essaye, moi, de toujours penser à ne pas caricaturer les gens, tout simplement. C'est-à-dire que même sur un meeting, par exemple, si tu devais couvrir un meeting, par exemple, il y a Jean-Claude Coutos qui le fait beaucoup pour Le Monde. Est-ce qu'on te donnerait des instructions pour coller avec la couleur politique d'un journal, par exemple Libé ? Je ne sais pas si tu vas sur un meeting de Marine Le Pen pour Libé, non, on va te laisser carte blanche. Non, on a carte blanche. Que je fasse Marine Le Pen pour Libé ou le Figmag, on va me laisser complètement carte blanche. Marine Le Pen, j'avais photographié, en plus c'était pour un magazine féminin, donc... Non, on nous laisse... on a la chance de travailler quand même dans une démocratie, avec une presse quand même libre, donc on fait vraiment ce qu'on veut. Après, on peut en discuter avec le rédacteur, le service photo et l'équipe du journal, mais non, on est libre. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu
enfin les personnalités, qu'elles soient politiques, de notre public, du monde de la culture, n'ont jamais le droit de veto sur une image. C'est jamais arrivé. Ben non, il y a quand même le droit de la presse qui prime. Et puis, sur un portrait, c'est compliqué de poser un veto puisque elles ont accepté de venir, de poser devant un appareil, devant des flashs, enfin, c'est pas une photo volée. Je pense qu'elle pourrait poser des images pourraient poser problème si c'était une paparazzade, mais en portrait, c'est compliqué. Hein. Et dans le cadre de la photographie de presse, qui va parfois très vite, surtout sur un rythme quotidien, est-ce que tu peux quand même parfois avoir un regard sur l'editing, ou est-ce que là, oui. Ouais. Ah ben, je crois que le travail de prise de vue, finalement, c'est... je vais pas donner de pourcentage parce que c'est idiot, mais c'est une partie infime du travail. Il y a la préparation, donc pour la presse, c'est facile, hein, on n'a rien à faire, on se pointe au rendez-vous, tout est calé. Il y a la prise de vue, donc il faut être un peu, on va dire, réveillé. Et après, il y a le choix d'image. C'est là où on a quelque chose à dire, parce que entre un portrait de Mélenchon, on peut, finalement, comme c'est très court comme prise de vue, on peut avoir un peu toutes les expressions. Et qu'est-ce qu'on veut raconter ? Qu'est-ce qu'on veut montrer du candidat ? Ça vient à l'editing. Non, c'est passionnant tout ça. Et juste pour finir, en fait, moi je vois la prise de vue vraiment comme une espèce de cueillette. On part sur une prise de vue avec un panier comme au marché et on prend ce qu'on peut prendre. Les fruits pourris, les fruits bien, les fruits mûrs, on les met dans le sac. T'en prends combien des fruits sur 2 minutes ? Ça dépend. Oh, la métaphore maraîchère, on est bien là. Ah ouais, on est bien. On est vegan. On est bio, co-responsable. Non, mais c'est vraiment ça. La prise de vue, c'est je vais prendre le maximum d'informations pour pouvoir ensuite raconter ce que je veux raconter. Est-ce que tu aurais des conseils à donner peut-être aux jeunes photographes qui nous écoutent et qui aimeraient bien se faire une petite place dans ce cercle des portraitistes de presse ? De travailler encore plus que les autres, de travailler tout le temps, de produire énormément et de se cultiver. Alors, le but, c'est pas de connaître tous les noms des photographes des années 30 en Allemagne, mais c'est de se former l'œil au maximum. Et de si on veut aller voir un magazine pour présenter son travail, de regarder le magazine, les 3 derniers, 4 derniers, 5 derniers numéros pour comprendre l'iconographie du magazine. En fait, c'est juste beaucoup d'observations et que du travail. Est-ce que ça veut dire que toi, tu continues à te cultiver après ta formation, même si tu es bien installé? Tu citais pas mal de photographes, dont Robert Frank tout à l'heure. Tu continues à suivre? Bah oui, dès qu'il y a une expo, je vais la voir. Dès qu'il y a un livre, j'essaye de... Alors, je les achète moins, parce qu'à bout d'un moment, il n'y a plus de place, mais non, c'est nécessaire. Mais la culture, c'est pas que la photographie et d'aller que dans les grands musées de la photographie. C'est aussi de la publicité, des publicités qu'on nous impose sur YouTube. Des fois, il y a une lumière, il y a un cadre qui retient l'attention, donc on le garde en mémoire. C'est un film. Alors ça peut être un film d'auteur russe des années 35. Ça peut être aussi Seul tout de Eric M. Ramsey, qui est, ils ont un nez quand même assez fort de faire ce film avant le confinement, bien avant le confinement. C'est inspirant. On peut citer aussi Problemos, hein, avec Blanche Gardin, dans la même thématique. Ouais. Et alors du coup, pour les jeunes, il faut quoi ? Il faut harceler les iconos, les éditeurs, ou au contraire, il faut peut-être essayer de se rapprocher de ces personnalités qui peuvent, à leur façon, sur leur degré d'influence, placer un photographe. Il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une qui vaille. Effectivement, se rapprocher d'une personnalité un peu à la Greg Williams, ça permet de photographier qui on veut à Cannes, tout simplement. Se rapprocher d'un journal, ça permet de photographier n'importe qui à Cannes, tout simplement aussi. En fait, il faut être une force de proposition. Faut pas partir... En photo, il y a beaucoup de... Et moi, le premier... je fais des bonnes photos, pourquoi on me fait pas bosser ? Et en fait, c'est complètement absurde comme raisonnement, c'est je fais des bonnes photos, certes, mais je vais les proposer. Et je vais proposer quelque chose de différent, je vais proposer quelque chose de mieux. Alors, un accès exclusif avec telle personne, une nouvelle lumière, même si tout a déjà été fait en photo, tous les 10 ans, on se renouvelle, on refait la même chose, mais voilà, c'est d'être vraiment une force de proposition et de pas d'harceler, parce que au bout d'un moment, c'est fatigant, mais se rendre compte qu'en face, les personnes sont pas toujours disponible. Laure, en fait, même moi, des fois, j'arrive pas à la joindre parce qu'elle a 50 photographes sur le feu, 3 papiers, 4 papiers, voilà. Donc, faut rester humble et c'est tout, en fait. Et toi, tu accepterais d'être le photographe officiel de l'Élysée comme Soisic de la Moissonnière ? C'est un exercice qui te plairait, ça ? C'est un exercice qui m'aurait beaucoup plu il y a quelque temps.
quand j'étais vraiment dans une image type reportage, qui ne veut pas dire grand-chose, là, ça m'intéresserait moins parce que j'aurais... Petite résidence de 5 ans. Ouais, voilà, en fait, ça serait trop long et je serais pas... j'aurais envie de faire autre chose. Après, elle est au cœur du moteur. Moi, je trouve ça passionnant. Elle voit des choses que personne ne peut voir en termes de curiosité. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. Bah oui, je pense. Il va falloir qu'on attende un peu. Hein. J'espère qu'on sera encore là dans 5 ans. Mais il faut qu'elle vienne. Question un peu terre-à-terre. C'est une bonne situation, photographe, portraitiste de presse ou pas? Alors, pour reprendre... Édouard Baird. Je vais pas vous la faire. Oui, c'est une bonne situation parce que moi, je m'amuse. En fait, tous les matins, je me lève en me disant chouette, je vais faire des photos, je vais éditer, je vais publier, ou pas publier, mais je vais pouvoir aller voir une expo. Je paye par ce travail. C'est pas que je gagne beaucoup d'argent, c'est que je paye ma liberté. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de personnes, je me lève pas en allant dans une entreprise à 8h30 avec des chefs, des collègues, l'obligation d'aller déjeuner ensemble, enfin toute une pression. Je fais ce que je veux en fait. Et ça, c'est magique. Bon, on va parler un peu technique. C'est vrai que le métier de portraitiste requiert un savoir-faire particulier, surtout en ce qui concerne l'éclairage, mais aussi en ce qui concerne la post-production et la retouche. Nous avons rencontré Clément Briand, qui est retoucheur. Il nous explique son métier et les particularités de son travail quand il intervient sur des portraits. On l'écoute. En beauté, il n'existe pas de retouche créative. Comme dans d'autres domaines de la retouche, on va fabriquer des choses parce que le portrait, c'est le visage et il faut que ça ressemble plus à un visage naturel, quoi. Nous, on se sert d'une matière photographique et mieux elle est travaillée au départ et moins on a de travail à faire et on va corriger simplement des toutes petites choses. Par exemple, le maquillage peut se voir ou on peut avoir d'autres indications données par le photographe qu'il n'a pas pu faire en prise de vue et que nous, on va faire ensuite, par exemple, une ombre à déboucher, une courbure de cheveux qui lui plaisait pas forcément, des choses comme ça. Donc, non, on se sert au maximum d'un travail photographique parce qu'à la fin, on a un résultat photographique en traitement portrait. Donc, un peu trois étapes avec 3 niveaux de détails différents. Le premier qui sont vraiment toute la surface au plus proche avec les boutons, toutes les irrégularités. Après, on va s'éloigner et on va travailler plus sur les petites zones de couleur sur tout le visage. Et ensuite, on va prendre le visage dans son ensemble et on va travailler sa couleur, aussi la forme générale, parfois qui peut être un petit peu changée, et puis les cheveux. Et faut quand même savoir que les retouches de portraits presse sont quand même bien moins importantes que les retouches publicitaires que l'on voit. Donc on va faire vraiment des petites retouches, des petites rides, des petits cheveux, un œil à ouvrir un tout petit peu plus. Donc après c'est aussi une connaissance du photographe et de ce qu'il aime. Donc il faut s'arrêter, il faut pas vouloir la perfection. Il faut en fait travailler la naturalité et c'est pour ça qu'on travaille avec des méthodes extrêmement fines et qu'on va pas recouvrir le visage d'un flou pour éliminer les pores ou les brillances de la peau. On va pas mettre des coups de tampon larges, des choses comme ça. On fait un travail très local, on va dire de grattage. Et il faut, en fait, en permanence, faut évaluer son image, savoir où est-ce qu'on s'arrête. On zoome, on dézoome, on s'arrête, on regarde. Et on essaie de faire quelque chose homogène et le plus naturel possible. Jusqu'où tu vas, toi, Frédéric, dans la retouche sur un portrait? Jusqu'où tu te permets d'aller? Est-ce que retoucher, c'est tromper? Comme dirait peut-être Ardisson. La retouche fait partie du processus photographique. Il n'y a qu'à regarder les photos grattées par Staline. Enfin, c'est pas Staline qui grattait, mais où il faisait disparaître les soi-disant opposants. Ça a toujours existé, la retouche, du début de la photographie jusqu'à maintenant. Non, moi, je m'autorise toute retouche nécessaire à l'efficacité de ma photo. Après, pour la presse, je vais pas retoucher. Je vais essayer de garder quelque chose de réel quelque part, même si ça veut rien dire. Mais la photo est réelle. Parler de naturalité justement. Ouais, voilà. Je vais pas faire perdre 20 ans à une actrice pour la presse. Après, pour les travaux complètement perso,
Alors là, c'est vraiment rien ne m'arrête en fait, mais je fais partie des photographes qui pensent. Enfin, moi, je pense ma photo avant pour éviter d'avoir justement de la retouche. D'une, parce que je suis pas très bon retoucheur. Il n'y a pas toujours le temps d'aller voir un retoucheur, et que finalement la lumière posée sur un visage, si elle vient d'en haut et si elle est très forte, on peut déjà atténuer pas mal de rides. Donc je vais pas me priver à faire déjà ça pour qu'ensuite derrière finalement j'ai pas de retouche à faire. Il y a quelques années, Peter Lindbergh avait justement photographié des stars sans phare, comme il disait, à l'état brut, un peu Juliette Binoche et d'autres. C'est une démarche qui est intéressante, mais qui finalement peut perdurer dans le temps. À l'époque, c'était pour alerter un peu sur les abus de la retouche, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais il y aura quelqu'un qui reprendra le flambeau de ce grand photographe dans pas longtemps et qui fera des photos dites naturelles. Moi, je trouve que le débat de la retouche, il est absolument inintéressant dans le sens où on retouche déjà en cadrant. Ouais, par la focale, par le choix noir et blanc couleur. Et puis par le maquillage. Moi, j'ai photographié une actrice qui avait tourné toute la nuit. Elle est arrivée en zombie. Elle avait des cernes de 4 km. On a passé 2 heures, enfin pas moi, mais la maquilleuse a passé 2 heures sur ce visage. Elle était magnifique derrière. C'était de la retouche. Enfin voilà, la retouche elle est partout. La photo, on croit toujours, on vend toujours la photo. La photo c'est la vérité, c'est l'objectivité, c'est une photocopie du réel, mais c'est complètement fou en fait. La photographie, elle est un vrai mensonge en fait, quelque part. Et pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de lumière ? Est-ce que tu pourrais nous définir la lumière Stucin et nous expliquer un peu comment et avec quoi tu l'as fait ? Comme je peux. Alors déjà, la plus belle des lumières, elle est naturelle, ça c'est super. Mais effectivement, quand on va faire un portrait au mois de novembre à 19h sous des néons dans une cave, la lumière naturelle n'est pas présente. Donc j'arrive avec la lumière artificielle. Je travaille avec des flashs de marque Profoto. J'ai eu des B1, là j'ai des B10. Je cherche le matériel le plus facile à utiliser. Le moins prise de tête. Ces torches autonomes sur batterie. Exactement. Et c'est vraiment très très simple. Et j'essaye de faire la lumière la plus simple possible en fait. Alors si c'est une commande particulière, je vais mettre 10 flashs et je vais complexifier. Mais sur un portrait, je vais essayer d'aller vraiment au plus simple pour rester encore une fois face à la personne et pas passer mon temps à gérer mes flashs ou donner des indications à mon assistant ou assistante pour régler mes flashs. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Et j'essaye tout simplement de copier une lumière qui vient d'une fenêtre. Voilà, je fais juste ça. Donc tu prônes une torche, le 2 torches, une torche plus reflow. Alors là, encore une fois, il y a pas de règle. Moi, je prends 2 torches parce que ça permet d'être vraiment apte à tout faire. On peut tout faire avec 2 torches. Certains en ont 3, d'autres en ont 1. Et une lumière qui est super belle et qui vient du cinéma, c'est rééclairer. Alors c'est, par exemple, pour la lumière qui va venir dans une fenêtre, la chimie va taper dans un reflet, qui va retaper dans un miroir, qui va rentrer dans la... Et alors là, c'est la plus belle des lumières. Bon. Est-ce que ça veut dire que tu as une config qui est suffisamment mobile, nomade, pour te permettre de réagir vite ? Par exemple, Libé t'appelle, c'est quoi ton sac et c'est quelle taille ? Tu prends les transports en commun Parce que bon, bouger vite dans une ville comme Paris, ça peut vite être un enfer avec un studio. Alors là, on a la chance d'avoir des marques. Donc moi, je travaille avec Profoto, mais il y a d'autres marques qui ont fait du matériel, mais tellement génial que ça rentre dans une petite valisette. On peut le mettre sur le dos, partir soit en vélo, soit en scoot et traverser Paris assez rapidement. On peut même partir en voyage et avoir le même... J'étais en résidence il y a pas longtemps au Liban, je suis parti avec mes flashs dans une petite valise. Enfin, ça c'est la chance. Sujet, ouais, ça c'est la chance. Voilà, la technique, pour revenir à la question du début, la technique photographique m'intéresse quand elle sert vraiment le photographe. Et là, ces marques-là ont fait des trucs incroyables. Voilà, ils ont compris qu'on avait besoin d'être nomade, que notre métier faisait qu'on tendait de plus en plus vers ça. Donc, moi j'ai commencé la photo avec des vieux Balcar, c'était des Génés qui pesaient 50 kilos chacun. C'était même dans un studio, c'était fatigant. On est arrivé à une torche Profoto, c'est 2 kilos. Voilà, c'est absolument fabuleux.